sûr, disons raisonnablement sûr, bien sûr. Et l'aveu peut être une fausse certitude. Ah oui, l'aveu peut être une fausse certitude parce que lorsqu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments, c'est très fragile, très très fragile. Nous allons passer au dernier volet de votre carrière, ce qu'on pourrait appeler la justice politique, c'est-à-dire les affaires que vous avez eu à connaître à la Cour de justice de la République, qui commence par une affaire importante, l'affaire du sang contaminé. Vous étiez juge à cette affaire, c'était un autre qui était président. Vous évoquez une juridiction ambiguë. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette juridiction ? On verra après les points critiques que vous évoquez. Oui. Je crois que c'est une juridiction qui est fondée sur l'idée qu'on est jugé par ses pairs. Et là, les pairs me paraissent un peu trop proches les uns des autres. Je crois que être jugé par vos concitoyens, c'est bien, mais il ne faut pas que les concitoyens vous connaissent personnellement. Il faut qu'ils vous jugent de façon tout à fait objective, sans vous connaître à l'avance. Or, dans cette juridiction, les juges connaissent personnellement, mais depuis longtemps quelquefois, et de façon très proche, les personnes qu'ils ont à juger. Cette juridiction a mal commencé avec l'affaire du sang contaminé. Quels ont été ses débuts ? Elle a très mal commencé parce que d'abord, il y a eu toute une campagne de presse qui a été orchestrée pour dire que cette juridiction n'était pas légitime pour juger les politiques et que donc n'avait pas de raison d'être. Et puis finalement, le procès du sang contaminé a été l'exemple type du procès où les dés étaient un peu pipés, quoi. Donc il y a eu un procès qui... il y avait le président d'abord, le président qui n'avait jamais présidé d'affaires pénales, jamais, ni civile d'ailleurs non plus. Il avait fait toute sa carrière à la chancellerie, comme chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet, et puis ensuite président de la Chambre criminelle. Mais présider une audience, c'est un métier. Ah oui, c'est un métier. Et la réactivité, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, et donc il ne savait pas comment se passait un procès, quoi. Comment vous travaillez ces affaires-là, vous, quand vous présidez ? J'ai eu une toute petite affaire qui était l'affaire Ségolène Royal. Là, c'était tout simple. C'est un tout petit dossier, donc c'était très simple à étudier. Et puis ensuite, l'audience s'est tenue en une journée. Mais quand j'ai eu l'affaire Pasqua, c'était un dossier qui avait quand même une soixantaine de tomes. J'ai lu toute la procédure. Et après, j'ai travaillé avec l'informatique. Vous avez des fiches Voilà, mais informatique. Sur l'informatique, parce que maintenant, avec Guy Joly avait mis au point un système qui était extrêmement performant à l'instruction, qui était l'information assistée par ordinateur. Et donc, quand vous voulez retrouver, quand on vous parle d'une personne, vous mettez son nom, et vous savez à quels endroits du dossier on en parle, ou à quels endroits elle a été entendue. C'est extrêmement facile, parce que ça, pour arriver à le faire dans un dossier normal, c'est pas évident. À l'audience, c'est praticable ? C'est praticable à l'audience, mais plus difficile. Quand on étudie le dossier, plutôt. Il vaut mieux prévoir quand on étudie en amont, plutôt qu'à l'audience même. À l'audience même, par exemple, dans l'affaire Pasqua, il y avait 60 tomes, on n'a jamais ouvert le dossier. Pas un seul moment dans l'audience. Le dossier est resté. Et quels étaient vos documents de travail alors j'avais mes documents de travail qui étaient comme ça devant moi. Vos notes personnelles ? Voilà, mes notes personnelles uniquement. Et votre synthèse ? Oui, uniquement. J'avais un dossier qui était un peu épais, mais enfin pas trop. Ça me permettait de retrouver les... Et le travail de synthèse d'un dossier de 60 tomes, c'est des mois de travail ? Non, ce n'est pas des mois de travail, mais ça nous demande à peu près un mois à peu près. Un mois. Parce que souvent, quand vous lisez un dossier, vous savez, vous avez beaucoup de pièces qui servent à rien. C'est ça. Vous avez l'essentiel. Il faut vraiment... Vous pouvez passer très vite sur certains documents. C'est vraiment inutile.
Et vous êtes critique à l'égard de cette juridiction. Alors d'abord, vous déplorez l'absence de partie civile, notamment dans l'affaire Ségolène Royal, qui était rappelée peut-être là pour... C'est une affaire de diffamation, une affaire de presse, donc, puisqu'elle a été accusée par des professeurs de les avoir diffamés en disant qu'ils avaient favorisé le bizutage des élèves. Et les professeurs trouvaient cela infamant pour eux. Et donc, ils avaient porté plainte et donc, elle était poursuivie pour diffamation. Et normalement, en diffamation, la partie civile doit faire la preuve des faits diffamatoires. Et là, il n'y avait pas. Et là, il n'y avait pas de partie civile. On ne pouvait pas donc compter sur la partie civile. Et donc, c'était le parquet qui, lui, était pour la relaxe, qui avait quand même, disons, aidé les parties civiles à essayer de faire la preuve du fait diffamatoire, etc. Donc, il y avait... Après, il fallait faire éventuellement la preuve de la bonne foi. Donc, la contre-preuve, vous savez, en matière de presse, il y a toute une procédure très particulière. On ne pouvait pas, c'était pas gérable, quoi. Et alors, dans le procès du sang contaminé, même chose. Oui. Vous avez le parquet qui requiert le non-lieu, pas d'accusation devant la juridiction de jugement, et vous n'avez que la défense. C'est tout. La partie civile ne peut pas parler. Sauf dans les médias. Sauf dans les médias, bien sûr, sauf dans les médias. Mais ça fausse le jeu, ça fausse le système. C'est pas bon. Et puis vous reprochez aussi cette procédure un peu hybride, mi-correctionnelle, mi-assise, puisque il y a le jeu d'intime conviction, et puis c'est juré politique. Et vous siégez ensuite dans un bâtiment non judiciaire aux Invalides. On a l'impression d'une juridiction qui n'a pas de centre de gravité. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est surtout vrai de cette procédure hybride. Vous avez la procédure correctionnelle à l'audience et la procédure criminelle en délibéré. Le délibéré se passe selon la procédure criminelle. Et alors que l'audience, c'est la procédure correctionnelle. Et alors vous n'avez pas, ce qui est magnifique aux assises pour arriver à faire la preuve, à approcher la vérité, c'est le pouvoir discrétionnaire du président. Parce qu'en correctionnel, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire. Donc c'est toute la juridiction qui doit prendre une décision, c'est très lourd. C'est très lourd alors qu'aux assises, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire des actes d'instruction comme ça à l'audience. Là, ce qui n'est pas le cas. Ah là, on ne peut pas. Là, c'est pas possible. Non. Et vous évoquez aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette juridiction de l'entre-soi, sans impartialité finalement. Ben, c'est très dur d'être impartial. Quand on connaît les gens qu'on a à juger, ça fausse le système. Moi, j'ai toujours refusé de juger quand je connais la personne. Je ne peux pas. On se récuse. Je récuse, oui. On se désiste, on demande à être Vous le sentiez, vous, dans les débats, cette impossibilité de prendre du recul par rapport à l'affaire? Ah ben, les parlementaires l'évoquent, hein, souvent. Il n'y a pas besoin de le sentir, eux-mêmes le sentent. Hein. Sans se récuser pour autant. Bah, se déporter. Ils ne peuvent pas, c'est le système même. Ils ne peuvent pas se déporter. Ils sont élus par leur assemblée respective, le Sénat ou l'Assemblée nationale, et ce sont eux. Il n'y a pas un système de suppléants qui permet... Alors il y a le système de suppléants, mais chacun a son suppléant, un suppléant. Chacun a un suppléant. Et donc, mais tous les suppléants connaissent aussi bien les accusés la plupart du temps. Là, donc quand vous avez eu, par exemple, Laurent Fabius qui est jugé dans l'affaire du sang contaminé, tout le monde le connaît. Il y a des gens qui sont très proches de lui parmi les juges. Très proches. Singulière juridiction, le tiers indépendant et impartial de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas très présent. Non. Mais c'est la justice rendue par ses pairs. C'est l'idée, mais je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Je ne pense pas. Et puis, il y a ces juges qui sont politiques, qui ont finalement inventé un règlement de procédure. Qu'on a dû mettre en place. Vous l'avez mis en place, oui. Avec ces votes dans des bureaux séparés. Racontez-nous ça. Oui, non. Ça, c'est uniquement dans l'affaire du sang contaminé, où les députés ne voulaient pas que le voisin puisse voir ce qu'il vote.
Et donc, comme on n'avait pas prévu d'isoloir, puisque ça se prévoit aux assises, on n'imagine pas ça, donc ils allaient voter dans un bureau à côté, chacun son tour. Et la robe noire, Alors, comment vous avez délibéré là-dessus? Alors oui, ça a été très... Alors ça a été vraiment la grande discussion préalable au procès. Avant le procès, on avait eu quelques réunions entre juges de la Cour de justice et des réunions d'information. Et le grand débat, c'était de savoir comment on s'habille. Voilà, c'était ça le problème. Et donc, il y en a qui voulaient tous en civil, d'autres, chacun avec les attributs de sa fonction, soit l'écharpe, soit la médaille. Les députés et sénateurs ont des médailles d'assemblée. Et les juges, soit en rouge, soit en noir. Il y avait toutes sortes de possibilités. Et finalement, on a décidé tous en noir. Et puisque c'était la procédure correctionnelle, on a dit tous en noir. Juge et politique. Juge et politique, tout le monde. Tout le monde en noir. Donc on a loué des robes pour les politiques. Il y en a qui les ont achetées d'ailleurs, pour en souvenir. Et vous dites que cette fonction de juger pour des politiques était très honorifique. C'était quelque chose qui était revendiqué. Oui. C'est une fonction qui est honorifique parce qu'elle manifeste la confiance de leurs collègues. Parce qu'ils ont pris cette décision entre eux de ne pas appliquer la règle qui aurait permis, si on applique la loi strictement, que la majorité en place ait tous les sièges. Et donc, évidemment, tout était truqué. Et donc, ils ont décidé que les sièges seraient répartis en fonction de la représentation de chaque groupe parlementaire. Qui n'était pas prévu par la loi. Ah non, c'est pas prévu du tout par la loi. Et donc, ça a toujours été ça. Donc, il y a des représentations de toutes les familles politiques. Ça, c'est quand même plus positif, si on peut dire. Mais c'est un arrangement qui est fait. C'est comme ça. Quelle conclusion tirez-vous de cette expérience à la Cour de justice de la République? Réforme, amélioration, ou alors suppression, comme le souhaite le président Hollande actuellement? Je pense que la formation de jugement me paraît inadéquate, que la formation d'instruction me paraît inutile, et que ça peut être confié à un juge d'instruction de droit commun, l'instruction des affaires, et le jugement aussi, au droit commun. Mais en revanche, je crois qu'il faut maintenir le premier stade, qui est la juridiction, la commission des requêtes. Parce que devant cette commission, elle fait le tri entre ce qui est vraiment sérieux et ce qui n'est que des plaintes un peu farfelues contre les ministres. Il ne faut quand même pas que toute activité ministérielle puisse être déférée à la juridiction de droit commun. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait ce filtre qui me paraît nécessaire, qui est la commission des requêtes. Cette commission des requêtes me paraît avoir un rôle extrêmement important, mais utile. Terminons sur deux images. L'une pour sourire, d'abord ce dessin que vous a fait un détenu, petit Papa Le Gall, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers. Vous pouvez me commenter un peu cette image? Ah oui, j'ai gardé ce dessin parce que c'est un détenu qui avait très bien compris ce qu'était le juge d'application des peines. C'est-à-dire qu'il arrive en prison, comme le Père Noël, avec des tas de mesures favorables, des mises en liberté, des libérations conditionnelles, des semi-libertés, des permissions de sortir, etc. Et donc il arrive, et je vois là que je crois qu'il m'a mis un parchemin de mise en liberté. Au seuil de cette nouvelle année, je me demande de vous envoyer mes vœux. Ah oui, ça c'est ses vœux. Et ensuite, la demande de mise en liberté vient... Oui, là, j'ai retrouvé ce détenu là par la suite. Il avait été remis en liberté, c'était une affaire assez banale. Et je l'ai retrouvé aux assises pour une affaire très grave. Il a eu perpétuité. Et donc je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Mais c'était il
avait commis des faits extrêmement graves. Je l'ai jugé aux assises par la suite. Et puis dernière image, une autre figure de juge, Pierre Drey, sur lequel je voudrais conclure. Pierre Drey, évoquait un peu cette figure pour nous. Pour moi, ça a été un personnage qui a été pour moi l'image même du juge. L'image même du juge parce qu'il avait cette approche très humaine des choses, cette proximité avec les gens, ce contact chaleureux, et à la fois cette nécessité qu'a le juge, à la fin, de trancher. Il écoute avec le plus d'empathie, mais aussi il doit faire montre d'impartialité totale, si vous voulez. Il doit laisser les gens parler, les deux parties. Et ensuite, il doit trancher, et il faut qu'il tranche. Et ça, il y a des juges qui sont très chaleureux, mais qui n'arrivent pas à trancher. Il faut qu'à la fin, le juge arrive à trancher. Et c'est ça que, forcément, qui est le paradoxe du juge, en quelque sorte. Il y a cette formule, juger, c'est aimer écouter, c'est essayer de comprendre, c'est vouloir trancher. En bref, c'est aimer et respecter son prochain. Vous êtes d'accord avec la totalité de cette formule ? Oui, la fin est un peu plus, disons, d'inspiration judéo-chrétienne, mais je suis d'accord surtout avec le début. Le juge est quelqu'un qui doit écouter, provoquer même la parole de l'autre, provoquer quand les gens n'ont pas la capacité intellectuelle, le juge doit aider à la parole. Et donc, il faut toujours être à l'écoute et à l'aide, même, pour voir que les personnes qui sont devant vous s'expriment. Et ensuite, il faut avoir, disons, une totale impartialité, mais c'est pas savoir, c'est devoir trancher. À la fin, il faut trancher. C'est vouloir et devoir. Et vouloir et devoir. Une petite nuance voilà. Par rapport aux formules de Pierre Drey. Bien, merci beaucoup Henri Le Gall pour cette vision humaniste de la pratique pénale. Merci encore.